Messieurs, bonjour et bon dimanche et surtout bienvenue sur Regarde Afrique TV. Alors vous êtes à la rétrospective de l'actualité. Cette actualité a été menée cette semaine avec les vœux qui ont été adressés au chef d'État, son Excellence Paul Biya. Alors aujourd'hui nous aurons deux analystes comme d'habitude avec monsieur le délégué régional du centre, Adelin Ebengue. Adelin Ebengue, bonjour et puis bienvenue sur Regarde Afrique TV. Bonjour Dil, bonjour monsieur Ateba et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Et un bonjour particulier à tous les membres du MOCAR, qui est le mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, qui milite en faveur des actions menées par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Voilà, nous avons eu la remise des vœux et puis un discours qui a été adressé par le chef de l'État. Alors, qu'avez-vous pensé, n'est-ce pas, de cette sortie? Certaines personnes pensaient peut-être qu'il ne serait pas là. Et on a vu comment le chef de l'État était bien là, 2 heures debout. Il a reçu tous les membres du gouvernement, les membres du clergé également. Et il a reçu même les ambassadeurs. Alors, qu'avez-vous pensé, n'est-ce pas, de cette remise des vœux 2025? Hier, vendredi, nous avons vu un homme debout. De sa hauteur de 92 ans, marchant sans trébucher, et qui a fait 2 heures de temps, et qui a une mémoire très avancée, qui a pratiquement ressassé l'actualité mondiale, qui a mis, on a senti que l'homme est au parfum de tout ce qui se passe et qui a même fait des propositions afin que la paix et puis la limitation des catastrophes naturelles puissent être mis dans le monde. Donc, nous espérons toujours, comme nous l'avons toujours dit, nous avons vu un homme d'État et qui jouit de toutes ses capacités. On ne nous dira pas que c'est qu'on a imité sa voix. Nous tous, nous avons vu cet homme. Alors, monsieur Farel Ateba, bonjour et puis bienvenue. Bon dimanche déjà. Alors, qu'avez-vous pensé de ce discours? On a vu le clergé quand même qui était présent. On a vu Jean Barga qui a souhaité les félicitations, adressé les vœux aussi au chef de l'État. Merci, bonjour. Bon dimanche à tous les téléspectateurs. Je suis très ravi d'être là ce matin. Alors, j'ai effectivement regardé, comme tous les Camerounais, la cérémonie de présentation des vœux au président de la République par les corps constitués nationaux, les corps diplomatiques accrédités à Yaoundé. Vous savez, contrairement à ces discours laudateurs, ces discours ritournels qui voudraient, n'est-ce pas, que l'on encense, que l'on élève, qu'on magnifie la personne du président Paul Biya, j'ai envie de dire qu'il est dépassé. Voyez-vous, les Camerounais sont actuellement concentrés sur l'essentiel ici qui est, n'est-ce pas, l'amélioration de leur cadre et conditions de vie. Voyez-vous, le panier de la ménagère qui s'amoindrit progressivement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas... En fait, j'ai envie de dire que cette exubérance, cette façon de nous montrer, vouloir à tout prix nous démontrer que le chef de l'État se porte bien, en réalité ça ne passe pas, ça ne passe pas. Les Camerounais, ce qu'ils attendent, c'est l'amélioration de leur cadre et conditions de vie. Les Camerounais, ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait de l'emploi. Les Camerounais, ce qu'ils attendent, c'est que la subvention allouée aux médias privés, n'est-ce pas, soit revue à la hausse. Ça, c'est important, ça. Ce que les Camerounais attendent, n'est-ce pas, c'est par exemple un remaniement ministériel et non une présentation des vœux. C'est ritournel, c'est dépassé. Il n'y a rien de nouveau qu'on a vu vendredi dernier. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour présenter, pourquoi pas, mes vœux les meilleurs au président de la République ainsi qu'à son épouse et toute sa famille. Mais ça ne me donne pas, n'est-ce pas, l'envie d'aller passer à la télé, saluer le président de la République, parce qu'en réalité, ça ne sert à rien aux Camerounais. Ça ne sert à rien aux Camerounais. Ce que nous voulons, c'est que le Cameroun puisse avancer. C'est que les ressources que le Cameroun, n'est-ce pas, engrange, que dans tous les secteurs, puissent être gérées de façon rationnelle, de façon à ce que chaque Camerounais se sente à l'aise dans son pays. Être à l'aise veut dire qu'il puisse manger, par exemple, à sa faim, qu'il puisse avoir un emploi décent, qu'il puisse se soigner quand il est malade, qu'il puisse, n'est-ce pas, se déplacer en toute sécurité, parce que, voyez-vous,
il y a quelques jours en arrière, on a perdu, n'est-ce pas, nos valeureux soldats, n'est-ce pas, à Bamenda, qui sont tombés sur les balles des bandes armées qui sèment la terreur de ce côté-là. Alors nous voulons un Cameroun stable, un Cameroun en paix, un Cameroun prospère, et non ce Cameroun-là où, imaginez, si on vous dit à combien on a dépensé pour ces deux cérémonies, la présentation des vœux du chef d'État, la présentation des vœux de la première dame, pourquoi ne pas faire les deux au même moment? C'est une dépense de plus, j'allais dire une dépense de trop, surtout en ce moment où, quand vous causez avec les Camerounais dans les rues, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent dehors. Pourquoi? Donc le Cameroun a beaucoup d'argent pour organiser les cérémonies de présentation des vœux. Ce n'est pas qu'on refuse ça ou qu'on a un véritable problème avec la présentation des vœux au président de la République, mais c'est que le contexte ne s'y est pas. Les conditions, j'ai envie de dire, les tensions de trésorerie que le Cameroun connaît en ce moment ne nous permettent pas de faire un certain nombre de dépenses. Il y a des travaux qui sont arrêtés, les routes qui ne sont pas construites en ce moment, non pas parce que l'entreprise, ou du moins l'entreprise à qui on a cédé ce marché-là est incompétent, mais c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources financières pour terminer les travaux. Alors ce que je voudrais, parce que vous allez voir ce mimétisme-là d'un peu de partout dans les départements ministériels, vous allez voir, demain ça sera au premier ministère, après ce sera à la Cour constitutionnelle et autres. Toutes ces cérémonies ne nous servent à rien, sont des dépenses de trop, parce que nous appelons chaque jour à la réduction du train de vie de l'État. Et je crois que nos partenaires internationaux, bailleurs de fonds, n'est-ce pas, nos bailleurs de fonds nous ont appelé lors du sommet des chefs d'État de la CEMAC à réduire considérablement le train de vie de l'État. Et j'espère que le gouvernement camerounais, le président de la République n'est pas en train de faire la sourde oreille. Et quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, ce sont ces dépenses-là, ces cérémonies de trop, ces cérémonies qui à la longue énervent les Camerounais. Et vous allez donc voir, je le disais tantôt, dans tous les départements ministériels, vous allez voir les cérémonies de présentation des vœux. Et j'espère que dans notre secteur, le ministère de la Communication, vous savez que ce soit à la fin du mois de janvier ou de février, le porte-parole du gouvernement réunit souvent des journalistes. Vous allez les voir là avec des cordes attachées au cou qu'ils appellent cravates. Vous allez les voir habillés façon. Et oublions que le journaliste a faim. Oublions que le journaliste n'est pas payé. Sur 10 journalistes, au moins, je dis bien 4 sont payés. Au Cameroun, le journaliste est vu comme un indigent. Le journaliste est chosifié. Le journaliste est martyrisé dans notre pays. Mais vous allez les voir aller saluer le ministre de la Communication. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'interpelle souvent, les questions souvent le rôle des syndicats dans le secteur de la communication. Pourquoi ce mimétisme? Pourquoi faire comme les autres? L'argent qu'on dépense là pour organiser une cérémonie de présentation de vœux ne pourrait-elle pas aider, n'est-ce pas, à soutenir ces hommes de médias qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, qui n'arrivent pas à se soigner parce qu'il y en a qui sont malades, mais qui ne peuvent pas se soigner. Donc, la cérémonie de présentation de vœux que j'ai regardé, comme tous les Camerounais, je peux conclure en disant que oui, c'est bien, il faut souhaiter une bonne année à Monsieur le Président de la République, il faut à tout prix démontrer qu'il est encore solide, qu'il peut diriger le Cameroun jusqu'en 2032, quand il aura 120, 100, on ne sait pas trop combien d'années il aura, qu'il peut encore, n'est-ce pas, répondre à l'appel des Camerounais en se portant, n'est-ce pas, à la candidature à l'élection présidentielle de 2025. Oui, c'est bien beau, mais il faut penser, n'est-ce pas, à mettre en place des éléments qui peuvent concourir au bonheur de tous les Camerounais, des éléments qui puissent satisfaire tous les Camerounais, parce que moi j'estime que c'est une dépense de trop. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Adelin? Oui, je voudrais juste dire que les cérémonies, nous avons l'habitude de le faire, le gouvernement a l'habitude de le faire, les cérémonies de vœux. C'est déjà ça, c'est normal, puisque en chaque fin d'année, il est temps un bon père de sa famille se retrouve auprès de ses enfants, auprès de ses amis, et puis avoir des perspectives pour la nouvelle année. Bon, quant à tout ce que monsieur Farel Ateba vient de décrire, nous allons comprendre. Comme on dit souvent chez nous,
on va reprocher le hérisson, le porc épic d'avoir mangé l'igname, on va aussi reprocher l'igname d'être sorti. Oui, c'est bien beau de dire qu'il faut, le Camerounais attend, mais à un moment, le Camerounais doit arrêter de tout attendre du gouvernement. Le Camerounais même doit se mettre au travail. Nous voyons même aux États-Unis, même en France, est-ce que c'est seulement le gouvernement qui a fait de la France? Je pense que c'est beaucoup plus le secteur privé et le secteur des gens qui allaient faire des affaires et autres. Donc, faut pas que les gens attendent. Et puis quand les gens crient le panier de la ménagère, nous voyons quand même les bars sont remplis chaque soir. Ce qui signifie que c'est pas un manque d'argent, c'est autre chose. Bon, ce qui signifie qu'on peut faire rationnellement comme M. Farel Ateba le demande. Maintenant, quant à ce qui concerne les journalistes, c'est des doléances qu'on devrait prendre en compte. Je ne suis pas journaliste, mais on devrait prendre ces doléances en compte. Et je pense que ils ont compris, puisqu'ils nous écoutent. Ils ont compris et qu'ils vont essayer de rectifier le tir, à savoir au moins la redevance du secteur privé, l'appui au secteur privé, à la presse privée, qu'ils puissent au moins doubler. C'est pas comme ça. C'est l'aide publique. Bon, l'aide publique à la presse privée. On a quelqu'un qui est en difficulté, qui est indigent. Bon, je suis donc en train de dire, moi je voudrais pas arriver à l'aide, je dis l'appui, qu'on puisse peut-être multiplier cet appui dans un premier temps fois deux en attendant. Et je voudrais rappeler aux autres, la perfection n'est pas de ce monde. Le Cameroun fonctionne comme tous les autres États. Ils ont toutes leurs difficultés. Nous-mêmes, nous avons des difficultés. Vous n'allez pas en plus. Le chef de l'État, ce n'est pas quand même n'importe on ne devrait pas organiser une cérémonie de vœux. Et la première dame, c'est quand même la première dame. Ils ont un budget pour ça. Le budget de la présidente de la République, c'est le budget du président. Ce n'est pas... Quand même, il ne devrait pas vivre comme un Camerounais lambda. C'est notre président et nous devons respecter cela comme ça. Merci Monsieur Adelin. On voit Farel Ateba qui est quand même assez remonté. On espère que le ministère de la Communication aura suivi votre plaidoyer, votre doléance. C'est vrai que la place du journaliste aujourd'hui est quand même assez menacée. On voit des journalistes aujourd'hui qui se plaignent, des journalistes qui vivent un peu au-dessus du seuil, n'est-ce pas, de pauvreté. On espère que ça pourra changer en 2025. Alors nous allons prendre ce premier reportage. Environnement Monde 2025 est officiellement l'année la plus chaude en jamais enregistrée sur Terre. C'est un reportage de Léa Grace-Nyandona. Le 10 janvier, le service changement climatique de l'Observatoire européen a annoncé que l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale. Cette année ainsi que la moyenne des 2 dernières années a vu les températures mondiales dépasser le seuil de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, marquant une hausse des températures sans précédent dans l'histoire humaine. Bien que la limite de 1,5 degré Celsius de l'accord de Paris n'ait pas été franchie au cours des 20 dernières années, Copernicus souligne que les températures mondiales continuent d'augmenter au-delà de ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. Les experts avertissent que le monde doit agir rapidement pour éviter un réchauffement supplémentaire, car les températures sont désormais au bord du gouffre et pourraient bientôt dépasser ces limites critiques. L'année 2024 a été marquée par une série d'événements météorologiques extrêmes et dévastateurs à travers le globe, y compris les tempêtes violentes, des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur et des incendies de forêt. Ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et intenses, mettant en péril la vie et les moyens de subsistance des populations à travers le monde. Selon le service des surveillances climatiques de l'Union européenne, chacune des 10 dernières années, de 2015 à 2024, figure parmi les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées. Le rapport 2024 Global Climatique décrit les conditions climatiques exceptionnelles vécues l'année précédente. Une étude approfondie menée par les Nations Unies en 2018 a révélé que limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré Celsius pourrait sauver les récifs coralliens d'une extension massive, préserver la calotte glaciaire et éviter la mort et la souffrance d'un grand nombre de personnes.
Les prévisions pour 2025 indiquent qu'elle ne sera probablement pas aussi chaude que 2024, mais pourrait se classer comme la troisième année la plus chaude. Cependant, malgré des températures hivernales glaciales dans l'est des États-Unis, les 6 premiers jours de janvier ont affiché des températures légèrement supérieures à la moyenne, établissant ainsi un début d'année record en termes de chaleur selon les données fournies par Copernicus. Le 24, officiellement l'année la plus chaude jamais enregistrée, n'est-ce pas, sur Terre. Alors, Monsieur Farel Ateba, on s'est rendu compte il y a quelques jours des incendies en Californie. Vous avez vu Los Angeles qui a été incendié et ça continue d'ailleurs. Nous avons plusieurs artistes, on a Paris Hilton, les Kardashians, qui ont leur domicile, qui ont été, n'est-ce pas, brûlés. Là, on peut dire que c'est la nature qui se déchaîne. Est-ce que selon vous, il faudrait peut-être réduire les gaz à effet de serre et peut-être prendre beaucoup plus de peine à pouvoir protéger la planète et notre environnement? Oui, vous dites bien que c'est la nature qui se déchaîne, c'est la colère de la nature. Je dirais non. Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la méchanceté de l'être humain. C'est-à-dire que ces grandes industries qui, n'est-ce pas, projette les gaz à effet de serre, que vous avez indiqué tout à l'heure. Voyez-vous, j'ai eu le plaisir de regarder un reportage sur YouTube qui indiquait qu'aux États-Unis, n'est-ce pas, il y a des industries, il y a des sociétés qui rejettent des produits toxiques vers la mer, ce qui fait que certaines espèces n'existent plus. Hein, et vous voyez que cette eau-là se propage un peu de partout et ça crée des dégâts. Et autre chose, vous allez vous rendre compte que, n'est-ce pas, ces grandes industries qui utilisent, qui projettent ces produits, ces déchets toxiques-là, n'est-ce pas, ne prennent pas des mesures allant dans le sens de la préservation de l'environnement. Ce que les gars, ils font, c'est préserver uniquement leurs intérêts. Et 2025, n'est-ce pas, se présente aujourd'hui comme l'année la plus chaude. Mais j'ai envie de dire, est-ce que l'organisation mondiale, comment le terme exact m'échappe, je vais me retrouver tout à l'heure. Alors, est-ce que il n'y a pas lieu, du moins, est-ce qu'ils n'ont pas vu venir cette intense chaleur-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu lieu, n'est-ce pas, de prévenir ce qui s'annonce? Et d'ailleurs, en suivant le reportage tout à l'heure, vous allez voir que l'Organisation des Nations Unies, n'est-ce pas, est montée au créneau pour attirer l'attention des dirigeants du monde en leur disant chacun de prendre ses responsabilités. Au Cameroun, particulièrement, quelle est la politique qui est mise en place pour la préservation de l'environnement en termes de la préservation? Je veux parler là de notre écosystème. Regardez ce qui se passe en termes de surexploitation de nos forêts. Et pourtant, ce qui sauve aujourd'hui une bonne partie des États-Unis, c'est la forêt de l'Amazonie. Parce qu'en réalité, les vents qui viennent, n'est-ce pas, sont contenus par ces arbres-là. Mais ailleurs, là où il y a la déforestation, vous voyez que ces vents dévastent tout. Vous avez indiqué tout à l'heure, n'est-ce pas, des feux de brousse qui sont en train de se propager en ce moment, n'est-ce pas, du côté des États-Unis. Hein? Et les artistes ont perdu leur domicile, des gouvernants qui ont perdu leur domicile, etc. Il y a même eu des pertes en vies humaines. Est-ce qu'on va continuer à perdre des êtres humains parce que les gens sont méchants, les gens préservent uniquement leurs intérêts? Je reviens donc dans notre pays pour dire que nous, ici au Cameroun, on va dire que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire où nous subissons, n'est-ce pas, les affres de la méchanceté des grandes industries internationales. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que dans notre pays, nous avons des capacités? Là, c'est une nouvelle qui nous vient d'ailleurs. Est-ce que nous avons des capacités? Nous avons la direction de la protection civile qui est logée, et là, le débat se pose à nouveau du côté du ministère de l'administration territoriale, qui engloutit chaque année un lourd budget, mais qui n'est pas sur le terrain pour préserver, du moins amener les Camerounais à prendre des dispositions allant dans le sens, justement, n'est-ce pas, de combattre non seulement les catastrophes naturelles, voilà, justement, on est
la chaleur, n'est-ce pas, en train de monter d'un cran dans nos grandes métropoles. Mais la question, est-ce que M. Bengue, qui n'a pas les moyens de s'offrir un climatiseur ou un ventilateur, va donc mourir? Quelles sont les mesures alternatives que nos dirigeants mettent en place, ne proposent pour que, je parle bien parce que je suis Camerounais, pour que les Camerounais puissent être à l'abri de cette intense chaleur. 2025 s'annonce donc une année très chaude, ce qui suppose que sur le plan physique et même physiologique, nous aurons des anomalies, nous allons fortement subir. Est-ce que le Camerounais qui est à Mindourou, qui est à Salapumbe, qui ne sait pas comment faire pour se mettre à l'abri de la chaleur, est-ce que ce Camerounais-là, qu'est-ce qu'on lui propose? Je veux dire, qu'est-ce qu'on propose à ce Camerounais? Ce Camerounais de Kaélé, ce Camerounais de Guider, qui souffre, et imagine, si ici, nous, ici à Yaoundé, on souffre déjà de cette chaleur-là, imaginez ceux qui sont dans le septentrion, je pleure leur sort. Et en ce moment, je profite de l'occasion pour interpeller nos dirigeants, pour interpeller les responsables du ministère de l'administration territoriale et particulièrement ceux qui opèrent au sein de la direction de la protection civile, n'est-ce pas, de se mobiliser non seulement pour nous préserver des catastrophes naturelles, parce qu'on ne sait pas ce que nous allons, les conséquences de cette intense chaleur-là dans nos grandes métropoles, sur le territoire camerounais. Il faut qu'ils mettent en place des stratégies ou du moins amener les autres services ou mettre en place, n'est-ce pas, une commission interministérielle qui va réfléchir, qui va mettre en place des stratégies qui permettront de lutter efficacement contre ces changements, ces dysfonctionnements climatiques qui nous touchent au quotidien. Imaginez-vous, pardon, une femme enceinte et qui subit la chaleur. Imaginez, je parle là sous le contrôle des femmes, imaginez quand elle va commencer à ressentir les contractions. Comment est-ce que ça peut se passer? Donc j'en appelle à la conscience de tous nos dirigeants, et particulièrement ceux du ministère de l'administration territoriale, et j'espère qu'ils vont vraiment m'écouter, prendre en compte cette doléance-là, ou alors on aura encore affaire à ceux qui font habituellement la sourde oreille, qui ne veulent pas nous écouter et qui mangent paisiblement leur argent, en tout cas. Oui, alors, Monsieur Adelin, on parle de réchauffement climatique. Le Cameroun est aussi concerné également. On se rappelle l'année dernière avec les inondations, n'est-ce pas, à l'extrême nord. Et il y a quelques années aussi avec la canicule dans la ville de Garoua. Alors, selon vous, est-ce que c'est une alerte pour dire au monde, soyez plus responsables de préserver votre environnement de manière responsable écologique? Parce qu'on sait, le Forum mondial du climat, on l'a souligné, il y aura le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, la fonte des glaces et tout, entre autres. Est-ce que selon vous, c'est l'alarme qu'il faut, n'est-ce pas, suivre aujourd'hui pour dire soyons responsables de notre environnement? Oui, il est grand temps que la sonnette soit tirée, puisque nous avons franchi même déjà le Rubicon. À partir du moment où la poursuite effrénée du gain nous amène à la perte humaine, malheureusement, personne ne sera épargné. La preuve en est qu'aux États-Unis, les grands dirigeants ont perdu des maisons, d'aucuns sont morts, les grands artistes ont perdu, ce qui signifie que si eux, qui sont nantis, qui sont aguerris, qui ont assez de moyens pour pouvoir affronter tout ce qui peut arriver, et qu'aujourd'hui, eux-mêmes soient les premières victimes, nous comprenons donc qu'il est temps de changer. C'est bien beau d'inventer, mais si l'invention de quelque chose va créer un problème plus grave que ce qui a été inventé, autant mieux arrêter ces projets qui détruisent la couche d'ozone et qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. En revenant au Cameroun, je vois le ministère de l'Environnement a quand même déjà pensé au reboisement des zones désertes. On dit il n'est jamais trop tard, c'est déjà une bonne chose. Le chef de l'État a mis sur pied l'Office national de changement climatique, qui nous envoie quand même des bulletins pour nous alerter de tout ce qui pourrait arriver. Sauf que maintenant, on nous a alertés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures à prendre? Quels sont les accompagnements de ces mesures? Donc, nous, au Cameroun, il faudrait qu'on comprenne que nous devrons
commencer à limiter l'exploitation de nos forêts. Et maintenant, des zones où, alors, pensez au reboisement, lorsqu'on a coupé un arbre, qu'on implante 3 autres arbres, en sachant que ces arbres, la relève est assurée. Et il ne faut donc, le ministre des Forêts est directement interpellé dans cette affaire, puisque c'est lui qui est garant de nos forêts. Il devrait vraiment veiller à ce que nous ne puissions pas mourir. Si eux, ils ont des climatiseurs, ils ont des proches dans leur village qui n'auront pas et qui pourront mourir et qui, à un moment donné, seront obligés de sortir de l'argent pour aller faire les obsèques de ces gens. Donc, nous tous, nous sommes dans les problèmes. Ce problème, nous tous, nous sommes dans les problèmes. Alors, est-ce que nous allons choisir, comme le chef de l'État a dit hier, d'être groupés et vivre, ou alors de rester séparés et de mourir? Je me refuse également, le chef de l'État dit, refuse de l'accepter. Et également, nous disons donc, nous interpellons le ministre de l'Environnement. Parce que le chef de l'État a quand même mis sur pied des hommes dont nous pensons être capables de pouvoir régler au moins à 80%, puisque nous ne pouvons pas combattre la nature à 100%, régler au moins à 80% ce problème galopant qui est le changement climatique, parce que, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, au centre, si nous ne parvenons plus à... Si nous passons déjà, en attendant déjà 22 heures pour essayer de dormir, imaginez à l'extrême nord. Tout à fait, effectivement. On espère que ce sera un changement de mentalité quand même assez criard. Alors, nous allons prendre ce reportage qui concerne également la santé. Santé Cameroun, maladie mentale, près de 1000 cas pris en charge. C'est un reportage de Julia Bomba. La santé mentale est un enjeu de santé publique majeur au Cameroun, mais elle reste largement négligée dans un pays où les infrastructures et les ressources sont souvent limitées. Actuellement, près de 1000 cas de troubles mentaux sont suivis par les autorités sanitaires, une situation qui met en lumière les défis immenses auxquels le pays est confronté pour offrir une prise en charge adéquate. Au Cameroun, les troubles mentaux sont souvent mal compris et stigmatisés. Cette stigmatisation constitue un frein majeur pour de nombreuses personnes souffrant de troubles mentaux qui hésitent à consulter des professionnels ou à recevoir un traitement. Le manque d'informations sur les maladies mentales dans la population et les croyances culturelles limite également l'accès aux soins. Les structures de santé dédiées à la santé mentale sont insuffisantes et mal équipées. Le pays dispose de quelques centres spécialisés, mais leur nombre ne permet pas de répondre à la demande croissante. Les hôpitaux psychiatriques peinent à fournir des soins appropriés en raison du manque de personnel qualifié et de ressources financières. En conséquence, de nombreux patients n'ont pas accès à des soins réguliers ou appropriés. Cependant, plusieurs initiatives sont en place pour améliorer la situation. La prise en charge des troubles mentaux au Cameroun demeure un défi majeur. Bien que des efforts soient faits pour améliorer la situation, la stigmatisation et le manque de ressources restent des obstacles importants à surmonter. Pour espérer un changement significatif, il est crucial de renforcer l'accès aux soins de santé mentale, de mieux former les professionnels du secteur et de sensibiliser la population à la gestion des troubles mentaux. L'avenir de la santé mentale au Cameroun dépendra de la mobilisation collective et de l'engagement des différents acteurs pour créer un environnement plus inclusif et solidaire pour les personnes atteintes de maladies mentales. Un sujet de plus en plus pris en compte au Cameroun, avec 1000 cas qui sont pris en compte. Alors nous avons des centres spécialisés, mais qui, selon certains rapports, ne sont pas assez suffisants pour les cas déjà constatés. On parle par exemple de la lutte contre les drogues dures qui des fois amènent certains jeunes et même certains patients à, n'est-ce pas, s'évader ou bien à pouvoir ne pas se soigner. Nous avons également des cas d'autres personnes qui sont liées au surmenage et également aussi des maladies génétiques. Alors Monsieur Farah Lateba, on va commencer
commencer par vous. On parle de santé mentale aujourd'hui. Est-ce qu'on en a besoin? Parce que des fois, en général, en Afrique, on dit quand il y a un problème de santé mentale, on réunit la famille, on fait des rites traditionnels. Mais aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, des soins, n'est-ce pas, approximatifs pris dans des centres. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette initiative? Oui, en fait, les responsabilités sont partagées. Et j'ai envie de dire, le mal est profond, très profond, parce que, voyez-vous, lorsqu'une personne atteint d'une maladie mentale dans nos familles, tout de suite, on pense à un problème d'ordre métaphysique. On se dit c'est de la sorcellerie. Vous allez voir, on fait appel à un prêtre exorciste, on fait appel à un tradit praticien, oubliant que la maladie mentale peut être provoquée par des facteurs que nous connaissons tous. Vous avez cité tout à l'heure, le surménage, le stress. Il y a également que une maladie virale peut provoquer, n'est-ce pas, une maladie, la maladie mentale. Et il y a également il y a des personnes qui ont été diagnostiquées, testées positives soit au VIH, soit à l'hépatite. Alors, ces personnes, elles ont besoin d'un encadrement bien précis. Ce n'est pas fait. Lorsque vous arrivez immédiatement à la maison, vous allez pouvoir avoir des troubles mentaux parce que vous vous posez la question de savoir est-ce que je peux encore vivre? Est-ce que c'est encore possible de vivre avec cette maladie? Alors, si vous n'avez pas de suivi, on va vous retrouver nu dans la rue. Et en ce moment-là, personne ne croira pas que vous avez, n'est-ce pas, été diagnostiqué positif à telle ou telle maladie. Et je voudrais, n'est-ce pas, féliciter ici les efforts conjugués par les pouvoirs publics, n'est-ce pas, pour prendre ce problème à bras le corps. De plus en plus, on évoque la prise en charge des personnes atteintes des maladies mentales. Et il y a des centres qui sont mis en place, n'est-ce pas, pour accueillir toutes ces personnes-là qui souffrent de ces maladies. Et également, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites ça et là, n'est-ce pas, à l'effet d'amener les familles, n'est-ce pas, à prendre en compte. Parce qu'il y a un phénomène, Odile, c'est que pour la plupart des cas, les personnes atteintes de maladies mentales sont discriminées, voire rejetées de leur famille. Lorsque, par exemple, vous avez quelqu'un qui commence, en fait, la folie, c'est la dernière étape, hein. C'est la dernière étape. Il suffit juste que monsieur Bengue, c'est un exemple, je ne vais pas dire que c'est ce qu'il fait, c'est un exemple, je ne peux pas vous le souhaiter, chers frères et amis. Alors, monsieur Bengue, on se rend compte que vous avez votre mari à la maison, il oublie à chaque fois, il peut oublier, il a des scènes d'oubli. À chaque fois, il vous dit, j'ai oublié quelque chose. Pourtant, il a sa main. Je cherche mon téléphone portable et pourtant, il a son téléphone à main. Et il cherche quelque chose et pourtant, il a sa main. De temps en temps, il vous dit que j'ai oublié telle chose. Là, il y a déjà un problème. Il faut rencontrer un spécialiste. Deuxième chose, lorsque, par exemple, vous avez l'insomnie régulièrement, cherchez à rencontrer un spécialiste. Troisième chose, lorsque, par exemple, vous lisez, vous ne retenez pas, il y a un problème, rencontrez un spécialiste. Lorsque, par exemple, vous vous rendez compte, à chaque fois vous avez des maux de tête, hein, à répétition, rencontrez un spécialiste. Parce que la folie, c'est la dernière étape. On a parlé tout à l'heure de réchauffement climatique. Mais voilà que 2025 sera une année d'intense chaleur. Vous allez les voir dans les rues de Yaoundé, parlant seul, et encore que, voilà encore un autre phénomène. Lorsque vous parlez déjà seul, régulièrement, il y a un problème. Vous allez voir M. Bengue en route lorsqu'il s'en va à la boutique, il est toujours en train de parler seul, en train de faire les gestes. Là, il y a un problème. Cherchez à rencontrer un spécialiste. Parce que c'est en ce moment-là que la maladie commence à se manifester et personne ne voit. On peut seulement voir la dernière étape qui est la folie. Et c'est en ce moment-là qu'on vous rejette, oubliant que on pouvait contenir le mal dès la racine. Donc j'invite les Camerounais à se faire diagnostiquer. Chacun de nous, autant que nous sommes, même quand bien même tu te rends compte que tu es en bonne santé, va quand même rencontrer un spécialiste. On va vous poser des questions. Vous allez vous rendre compte que vous aviez une maladie en vous, qui somnolait en vous, et c'est le spécialiste qui l'a détecté. Et si vous êtes pris en charge, vous serez épargné de la folie. Parce que, imaginez ce qu'on dit quand on voit quelqu'un faire les scènes de folie. On dit,
il a trempé, il a entré dans une secte et ça a mal tourné. On lui a demandé de vendre sa mère, il a refusé. C'est sûr qu'il est allé faire les mauvaises choses à les églises de réveil et pourtant c'est une maladie. Et aussi, j'ai dit tout à l'heure, allez chez les tradipraticiens. Vous allez voir des cas qui relèvent de la compétence de la médecine clinique, mais on les amène chez les tradipraticiens qui soignent tout. C'est-à-dire que le type vous dit qu'il soigne tout. Il est avec votre enfant. Bon, je n'ai pas dit que la sorcellerie n'existe pas. Je n'ai pas dit qu'on ne lance pas la folie ou alors les esprits de folie n'existent pas. Oui. Mais avant d'amener votre mari, votre enfant, votre épouse chez le prêtre, chez le pasteur, il faut d'abord l'amener à l'hôpital. On fait le diagnostic. Même quand vous allez chez le prêtre ou chez un pasteur, on vous demande est-ce que vous avez été à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Et c'est sur la base du diagnostic du médecin et après, bien sûr, le traitement, après avoir suivi le traitement et que ça n'a rien donné, que vous pouvez donc rencontrer un homme de Dieu, un spiritualiste pour le suivi. N'allez pas directement chez le prêtre. N'allez pas directement chez le marabout, soit disant que c'est là-bas que votre personne va obtenir la santé. La maladie mentale existe, mais nous pouvons la combattre en se faisant chacun diagnostiquer d'abord et suivant également nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos épouses, nos maris à la maison. Lorsque celui-là commence déjà à manifester des scènes, des signes qui sont anormaux, cherchez à rencontrer immédiatement le spécialiste. Et je voudrais dire ici qu'on a 1000 cas enregistrés. Là sont des chiffres officiels. Mais vous allez vous rendre compte que si on fait vraiment une étude minutieuse, on est à près de 5000 cas. Il y a des cas, par exemple, dans mon quartier. C'est-à-dire que on vous dit que ce sont les démons. On vous dit que ce sont les démons. On les a amenés chez le prêtre de temps en temps. Et l'enfant fait des... Et pourtant, c'est une maladie mentale. Et les maladies mentales, il y a plusieurs facteurs. Il y a même encore, ce sont les noms qui m'échappent. J'ai quand même eu à faire des recherches là-dessus. Mais à un moment donné, on s'est dit, si, n'est-ce pas, nous faisons suivre, nous serons à l'abri de toutes ces maladies-là et de ces préjugés et autres discriminations dont nous sommes souvent victimes quand la maladie se manifeste. Alors, Monsieur Adela Ebengue, le 10 octobre est célébré la journée mondiale de la santé mentale. Il y a souvent des marches qui sont organisées et puis des sensibilisations, des campagnes. Mais on se rend compte qu'après cette journée, on revient au point de départ. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait moins de cas et puis pour facilement détecter les cas de santé mentale? Dans un premier temps, nous allons féliciter l'action du gouvernement qui aurait déjà quand même détecté 1000 cas parce qu'il fallait commencer quelque part et prendre les prendre en charge, bien que, ou alors quoi que le service reste à améliorer, mais il fallait tout de même commencer quelque part. Et en plus maintenant dire aux citoyens, le citoyen camerounais en particulier n'a pas la culture d'aller à l'hôpital faire ses examens. Le Camerounais, vous allez voir les Camerounais, beaucoup meurent dans des hôpitaux parce qu'ils s'en vont à la phase terminale de leur maladie. Personne n'a jamais essayé d'aller faire un check-up pour s'enquérir exactement de son état. Mieux on connaît. D'aucuns disent même que c'est quand tu vas là-bas que quand on te dit que ça va te traumatiser, ça te tue. Donc eux, ils préfèrent attendre sur place. Alors il faudrait que, je pense que au-delà de cela, de ces crises et des prises en charge, je crois que le ministère de la Santé devrait une fois de plus accentuer, c'est-à-dire prendre organiser des caravanes de sensibilisation de la population. Si on peut intégrer à au moins 50% de la population camerounaise, non, il serait mieux de temps en temps, ne serait-ce qu'une fois par an, d'aller se faire examiner et que dans ces hôpitaux publics, qu'ils essaient de mettre des cours à la portée du Camerounais. Voilà, effectivement. Et mais la santé mentale, c'est quand même un cas préoccupant. On voit aujourd'hui des personnes qui sont censées dites être possédées. On préfère aller chez le tradipraticien. Pourtant, c'est un cas de santé mentale. C'est ce que je disais, je le disais tout à l'heure, que les Camerounais doivent avoir la culture d'aller à l'hôpital. Puisque quand nous sommes au quartier, comme M. Ateba le disait tout à l'heure,
vous avez des soucis, vous parlez seul. Les gens rient, ils estiment que non, c'est parce que votre femme vous a avez trop de coquillé. soucis, vous avez des problèmes. Vous avez trop de problèmes, c'est pourquoi vous parlez seul. Et pourtant, c'est déjà un souci. Il faudrait savoir La pourquoi est-ce société est que vraiment vous attaquée, avez subitement commencé Oui. à parler seul. Et il y a d'autres problèmes. Maintenant, la consommation des substances psychotropes, Voilà, effectivement. parfois, tu ne sais pas, Les je drogues suis dures, pas, on a eu le sans cas avec, être... l'artiste Happy Defoulan. ouais. Voilà. Mais si actuellement il a recommencé à faire les concerts, ce qui signifie qu'il y a un mécanisme pour soigner ce genre de cas. Alors, je crois que nous n'allons pas attendre qu'ils deviennent d'abord un peu, comme on dit au quartier, paplés, avant de les ramener. Il faudrait continuer, on ne devrait pas se décourager. C'est un combat très difficile. Je pense même que ce combat dépasse les bandes armées qui minent le nozo. Ça a été Vous avez raison, si la société est malade, comment est-ce qu'on va oui, faire pour donc diriger, c'est un voilà. combat très ardent que le gouvernement devrait prendre à bras le corps. Odile, Je je voudrais compléter, je voudrais ajouter de l'eau au moulin de M. Ebengue pour dire que lorsque, par exemple, vous, à la maison, vous vous rendez compte que vous êtes avec des amis, hein, vous êtes avec des gens, et puis quelqu'un, vous avez l'impression qu'il est ailleurs, son esprit est ailleurs, il n'est pas attentif, il est tout le temps déconcentré. Parfois, il revient et vous dit, il vous demande, s'il vous plaît, on était à quel niveau là? Vous disiez quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Un moment Il y a un problème. d'inattention, Oui. Et il y a parfois des personnes là qui sont impulsives. Hein? Pour rien comme ça, la personne se fâche. Votre épouse à la maison, vous avez l'impression, au début, elle était toute calme, elle était soumise. Subitement, elle devient agressive. À la moindre occasion, elle vous saute dessus, elle vous donne des coups. Non, ce n'est pas qu'elle a changé ou qu'elle vous trompe ou alors elle est possédée. Non, ça peut être dû à une maladie mentale. Autre chose, vous pouvez être en train de regarder, par exemple, la télé et vous avez l'impression que la personne n'est pas en train de regarder la télé. Vous demandez, est-ce que tu vois ce que je vois? Tu dis quoi? Là, il y a un problème. Donc, ce sont des petits signes comme ça qui peuvent démontrer que il y a un véritable... En fait, du moins, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour cette raison que les caravanes de sensibilisation qui sont menées ça et là, et je voudrais d'ailleurs vous féliciter du travail que vous faites ici pour sensibiliser et éduquer les masses, parce que c'est aussi ça, l'une des missions premières du média, hein, sensibiliser, éduquer, faire de la résilience sociale, c'est très important. Alors, vous avez donc ce travail-là et je voudrais vous féliciter et féliciter également le gouvernement qui mène un travail de SAP, n'est-ce pas, allons dans le sens de la sensibilisation, d'amener, façon d'amener les uns et les autres à prendre à bras le corps. Alors voilà, nous allons prendre maintenant un reportage qui concerne les infrastructures entre deux pays, notamment le Tchad et le Cameroun. Alors, Société Afrique, un nouveau pont stratégique entre le Cameroun et le Tchad. C'est un reportage de Romeo Bessala. Au cœur de l'Afrique centrale, un ouvrage monumental symbolise l'amitié et la coopération entre les deux États, le Cameroun et le Tchad. Le nouveau pont reliant le Cameroun et le Tchad marque une étape décisive dans l'intégration régionale et le développement économique. Situé sur la rivière Logone, ce pont relie la ville de Yagua au Cameroun à celle de Bangor au Tchad. Un lien stratégique fruit de plusieurs années de collaboration visant à faciliter les échanges commerciaux et à stimuler l'économie transfrontalière. Cet ouvrage bénéficie pas seulement aux grandes entreprises, pour les commerçants, les transporteurs et les agriculteurs, c'est un nouvel espoir. Désormais, les marchandises traverseront plus facilement les frontières, réduisant ainsi le coût et les délais. Les populations locales, elles aussi, voient leur quotidien transformé, l'accès au marché, aux écoles et aux centres de santé devient plus rapide et plus sûr. Ce pont ne relie pas uniquement deux pays, il est le symbole d'un continent en mouvement. En renforçant les corridors de transport entre les pays d'Afrique centrale, cette infrastructure promet un avenir où l'intégration régionale ne sera plus un rêve mais une réalité. Une nouvelle étape dans la coopération entre le Cameroun et le Tchad, ce pont est bien plus qu'un projet d'infrastructure, il est le reflet d'une vision commune
pour un développement durable et partagé. Au-delà du béton et de l'acier, ce pont est une passerelle vers un avenir plus connecté, plus prospère et plus uni pour toute la région. Les échanges commerciaux entre les deux pays devraient augmenter, en particulier pour les produits agricoles, les matières premières et biens manufacturés. Vos ponts stratégiques entre le Cameroun et le Tchad, reliant le Cameroun et le Tchad dans la ville de Yagoua et de Bongor. Alors, l'inauguration sera pour bientôt, là, comme l'a souligné le ministère des Travaux publics. Alors, selon vous, Farel Ateba, aujourd'hui, on voit, n'est-ce pas, ce pont qui va faciliter les échanges, notamment transfrontalières. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas également une ouverture, peut-être, à l'entrée au pays de d'autres nationalités? Oui, au-delà des infiltrations, au-delà, n'est-ce pas, de ce que nous avons longtemps décrié, c'est-à-dire la porosité de nos frontières, il se trouve que cette infrastructure, n'est-ce pas, moi je vois d'abord le premier bénéfice de cette infrastructure-là, c'est justement, n'est-ce pas, les échanges commerciaux entre le Tchad et le Cameroun, ce qui permettra, n'est-ce pas, aux opérateurs économiques de pouvoir faire circuler leurs marchandises. De l'autre côté, je vois également les populations riveraines qui pourraient, n'est-ce pas, voir leurs activités s'améliorer, parce qu'il était difficile, je connais un peu la zone, il était difficile, n'est-ce pas, de rallier les deux villes, c'est-à-dire à partir de Yagoua, arriver, n'est-ce pas, au Tchad. Je crois que cette infrastructure arrive, n'est-ce pas, à point nommé. Et de l'autre côté, vous avez bien fait d'évoquer l'entrée des personnes qui sont souvent jugées dangereuses. Ces personnes qui viennent perpétrer des actes répréhensibles sur le territoire camerounais, et même les Camerounais qui partent perpétrer des actes répréhensibles du côté du Tchad. Et j'en appelle justement à la sécurisation de la zone par les forces de maintien de l'ordre. Et parce que, voyez-vous, lorsque on a créé la route qui relie le Cameroun au Nigeria par le pont qui est de 7 km. Oui. Je crois le ministre des Travaux publics, d'ailleurs je félicite, n'est-ce pas, la beauté de cette infrastructure-là. Pour une fois, j'apprécie le travail qui est fait par le ministre des Travaux publics. Voilà. Très bien. Et alors, le véritable enjeu, c'est la sécurité. Alors, si la sécurité est de mise, on n'aura pas, n'est-ce pas, des actes d'insécurité. En fait, on n'aura pas des actes d'agression des territoires et autres. Mais ce qui est important ici, c'est justement cette amélioration des conditions de travail, des conditions de circulation, des marchandises, des biens et des personnes dans cette zone-là. Ce qui est important ici, c'est justement que vous qui êtes par exemple des Yagoua, vous pouvez arriver au Tchad facilement, soit par véhicule, soit par moto. Vous qui êtes du Tchad, vous arrivez au Cameroun en quelques minutes, vous êtes déjà, vous parcourez le trajet. Et il y a un point souci, c'est que vous avez vu ce qui s'est passé du côté de la RCA. C'est-à-dire que le corridor Bangui-Bertois était, n'est-ce pas, bondé de véhicules parce qu'il y a l'insécurité à cet endroit, Odile. C'est-à-dire que pour rallier Bangui, les camions sont escortés par le BI. Oui. Les camions sont escortés par le BI. Maintenant, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que nous allons faire la même chose dans toutes les frontières? Et il y a encore une autre frontière qui est poreuse, la frontière avec le Nigeria. Parce qu'avec le Tchad, on peut contenir, parce que voilà les élections qui arrivent. On sait comment les gens organisent souvent ce qu'on appelle les charters. C'est-à-dire qu'ils partent porter, n'est-ce pas, les votants au Tchad, on leur distribue les cartes nationales d'identité et ils viennent voter ici. Ça, c'était un exemple, hein. Oui, parmi tant d'autres, je pense. Parmi tant d'autres. Et il y a également que ce que nous devons déplorer, c'est que vous savez que Boko Haram fait de ce côté-là, des sorties. Oui, les sorties sporadiques sur le territoire camerounais, le Tchad et la RCA. Voilà. Donc, la sécurité doit être renforcée sur ce tronçon, sur ce pont, parce que voyez-vous, ils ont souvent l'habitude, cette habilité là de cacher les éléments nocifs, des armes dangereuses sur eux, au point où si vous n'êtes pas vigilant,
c'est bien après que vous allez vous découvrir que quelque chose de dangereux est déjà passé. Donc, il faut renforcer la sécurité au niveau de cette infrastructure qui est d'ailleurs à féliciter. Et je crois qu'en ce moment-là, les commerçants de Yagua, nos frères qui vendent du maïs, du blé, que j'apprécie beaucoup, du mil, voilà, peuvent aller facilement vendre leurs produits de l'autre côté. Alors, les échanges interpays, la diplomatie camerounaise et tchadienne sont mises à contribution. Monsieur Adelin, aujourd'hui, on voit le pont qui a été, n'est-ce pas, fini, qui est terminé. On attend juste l'inauguration officielle. On peut dire félicitations déjà, monsieur Adelin, au ministère des Travaux publics. Oui, le ministre des Travaux publics mérite ces derniers temps beaucoup de félicitations. Il ne dort carrément plus. Nous voyons, il se plie en quatre pour essayer de doter notre pays de belles infrastructures routières et de la sous-région. À son actif, nous avons le Cameroun qui relie déjà le Congo par voie, par route, avec le Nigeria et maintenant avec le Tchad. Donc, nous voyons également le ministre qui est à pied d'œuvre partout. On a relancé les travaux sur l'axe Lou-Yaoundé-Douala. On ne parle pas de l'autoroute, je parle de les travaux d'entretien. Les travaux d'entretien. Je parle de l'axe Lou, je ne parle pas de l'autoroute. Je parle pour dire qu'il est présent partout maintenant. L'autre fois, il était sur l'axe Yaoundé-Samelima pour voir, évaluer également. Donc, félicitations déjà à ce monsieur qui abat un travail de titan pour que nous puissions pleurer, de moins en moins pleurer, quand nous savons que nos axes routiers étaient devenus des mouroirs. Même le chef de l'État l'a reconnu d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Donc, et si nous voyons aujourd'hui qu'il est en train de rectifier, relever la pente, nous ne pouvons que l'encourager et le féliciter. Maintenant, quant à ce pont, nous tous nous savons que là où la route passe, le développement suit. Et nous pouvons rassurer qu'il y aura de sécurité dans la mesure où nous savons que faire un tel édifice nécessite le déploiement de beaucoup d'argent, la mobilisation de beaucoup d'argent. Alors, et nous savons donc que ces bandes armées sont éventuellement à la quête de l'argent. Alors, s'ils n'ont pas pu venir voler, je peux dire de manière vulgaire, s'ils n'ont pas pu attaquer ces entreprises pour essayer de se saisir même du matériel qui pouvait leur servir à leur salle besoin, ça voudrait dire que un certain nombre de mesures sécuritaires a déjà été pris. Et que par conséquent, nous pouvons nous en réjouir de cette œuvre, et nous savons bien que le Tchad ravitaille le Cameroun, et le Cameroun encore plus, étant donné que le matériel viendra des ports et ralliera le Tchad dans des meilleures conditions. Encore qu'il y a sans vous couper, il y a un port sec qui est prévu dans la zone. Voilà. C'est-à-dire que les marchandises qui viendront du port de Kribi seront, n'est-ce pas, acheminées du côté de Yagua. C'est de bons augures pour nos économies mutuelles. D'accord, merci. On va maintenant prendre cet autre reportage. Politique Sénégal vers une rationalisation des partis politiques. C'est un reportage signé Lian Grace Nyandona. La pression croissante de la société civile et des autorités incite le gouvernement à réagir face à l'inflation partisane au Sénégal. Lors de ses vœux le 31 décembre dernier, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en avant l'urgence des traités, ce qu'il appelle la fragmentation excessive du paysage politique. Cette question de rationalisation déjà abordée par ses prédécesseurs demeure délicate et est souvent discutée sans résultat concret lors des concertations politiques qui précèdent les élections. L'absence d'un consensus sur les modifications nécessaires à la loi numéro 81-17 qui régit les partis politiques suscite l'inquiétude des observateurs de la politique sénégalaise. Le président Faye aspire à réussir là où l'ancien dirigeant comme Abou Diouf ou Macky Sall ont échoué, en apportant plus de transparence et de clarté au système politique. En effet, le nombre de partis légalisés a explosé, passant de 45 à la fin du mandat
de Diouf à plus de 348 aujourd'hui. Cette croissance rapide soulève des interrogations sur la pertinence et l'efficacité de ces formations politiques. Pour beaucoup d'experts, cette prolifération s'explique par le non-respect des lois en vigueur. La loi 81-17 impose des règles strictes aux partis, comme l'obligation de déclarer annuellement leurs dirigeants et leurs finances. Cependant, de nombreux partis ne se conforment pas à ces exigences. Pour remédier à ces situations complexes, l'exécutif prévoit d'organiser des consultations approfondies. Ces discussions auront pour objectif d'impliquer divers acteurs politiques ainsi que des représentants de la société civile afin d'aboutir à une réforme du système politique qui soit à la fois efficace et acceptée par tous. Avec une nouvelle dynamique avec le nouveau chef d'État Bassirou Diomaye Faye qui, n'est-ce pas, voudrait rationaliser, n'est-ce pas, les partis politiques avec la loi 81-17-1 où il demande à chaque parti formation politique de déclarer, n'est-ce pas, leurs candidats chaque mois. Alors nous allons commencer par vous, Farel Ateba. Aujourd'hui on voit le Sénégal qui est en train d'amorcer une pente pour la libération peut-être de la France, d'autres pays, des anciennes colonies. Aujourd'hui on voit des réformes qui sont prises, n'est-ce pas, pour le bien-être d'abord des Sénégalais. Est-ce que selon vous cette rationalisation des formations politiques apporte une nouvelle ouverture, n'est-ce pas, face à la démocratie? Exact. Voyez-vous, le président Diomaye Faye avait annoncé, n'est-ce pas, l'amélioration, la réforme ou alors la refonte des institutions. Je crois que ça s'est opéré en commençant par l'Assemblée nationale. Il a eu à dissoudre l'Assemblée nationale. Il a revu les organes dirigeants de l'Assemblée nationale. Il est passé par d'autres institutions aujourd'hui. Et il est temps de rationaliser, n'est-ce pas, les partis politiques. Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de réviser non seulement le fichier des partis politiques qui existent déjà et de voir qui exactement dirige ces partis politiques-là et comment est-ce que ces partis politiques sont dirigés. En réalité, regardez, pour faire un peu une transposition avec notre pays, le Cameroun, on a un peu plus de 300 partis politiques légalisés au Cameroun, mais on ne sait pas qui sont ceux qui dirigent ces partis politiques. Comment est-ce que ces partis politiques sont dirigés? Il a fallu dans ce pays que l'OREDAC soit mêlé à un dossier très sensible pour qu'on nous dise que l'OREDAC aurait reçu des financements à hauteur de 16 milliards de francs CFA. C'est-à-dire des financements occultes, entre guillemets, pour reprendre l'expression du ministre de l'administration territoriale. Alors, lorsque par exemple vous prenez un parti politique comme le parti des républicains qui appartenant à M. Soumsilas, M. Soumsilas a qui comme collaborateur, il reçoit quoi comme financement? Alors, pour les Sénégalais, il s'agit là d'une comment j'en vis ça? Une flagellation des partis politiques. C'est pour cette raison qu'une certaine opposition, n'est-ce pas, monte au créneau pour critiquer le dynamisme que monsieur Diomaye Faye est en train d'impulser. Il y a certaines organisations internationales qui montent au créneau pour fustiger, n'est-ce pas, la réforme que monsieur Diomaye Faye est en train de proposer. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, à ce moment-là, monsieur Diomaye Faye va démonter toute une longue chaîne, tout un système qui est mis en place, n'est-ce pas, pour spolier l'État à travers les partis politiques. Et au Cameroun particulièrement, il y a des partis politiques qui reçoivent des subventions, des partis qui ont les représentants à l'Assemblée nationale et les élus locaux. Comment est-ce que ces partis politiques gèrent les subventions que l'État leur alloue? Je ne sais pas si chaque année, ces partis politiques envoient des rapports. J'ai envie de poser avec mon ami, mon grand frère, Aimé Cyprien Olinga, pour qu'il nous dise avec qui il travaille, comment est-ce que son parti est structuré, comment est-ce qu'il gère les subventions, les dons, les legs qu'il reçoit, parce que la loi le leur autorise. Ça dit qu'au-delà des subventions que l'État pourrait leur attribuer, il y a également qu'ils doivent justifier la gestion des dons. Quelle est la nature de ces dons? Comment est-ce que vous les recevez? Ça vient de qui? Tu dois pouvoir les justifier en tant que président de parti politique. Et c'est ce qu'on demande aux Sénégalais. Et je crois que c'est normal. Dans un État structuré, il faudrait que l'État, le chef de l'État sache avec qui il travaille, ou du moins comment est-ce que les organisations qui ont été légalisées sur son territoire sont gérées et qui les gèrent. C'est une réforme qui
n'est-ce pas, contribuent, n'est-ce pas, à la gestion, à la gouvernance des institutions. Et regardez, par exemple, si vous arrivez avec ça ici au Cameroun, d'ailleurs, on a le cas des églises de réveil. C'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a des églises qui travaillent sous la couverture d'une autre église qui bénéficie du décret présidentiel. En ce moment-là, est-ce que ceux-là ont eu à déclarer auprès du ministre de l'administration territoriale que la chapelle de la grâce basée à Odia bénéficie de ma couverture administrative? Que non. Alors, on va sanctionner la chapelle de la grâce parce que elle est considérée inévitablement comme illégale. Donc, je crois que si nous devons nous inspirer, c'est une leçon que Diomaye Faye est en train de nous donner, je parle du Cameroun, pour revoir la manière dont nous gérons nos institutions. Parce que nous sommes là, nous avons au Cameroun ce qu'on appelle la tolérance administrative, qui a créé, j'ai envie de dire, un libertinage qui est à l'origine de tout ce que nous voyons aujourd'hui, où nous avons des docteurs et des professeurs qui écument les rues. Nous avons des organisations qui existent, qui fonctionnent sur le territoire camerounais, mais qui, à la base, n'ont pas d'autorisation. Est-ce qu'on peut donc, comment est-ce qu'on peut donc fonctionner avec des institutions illégales, mais à qui l'État accorde une onction? Et là, ça revient à ce que quelqu'un disait, que le Cameroun n'est véritablement pas dirigé. C'est quand il y a un problème qu'on se rend compte qu'il y a, on doit revoir des choses. Et j'en appelle ici, n'est-ce pas, non seulement à la prise de conscience, et surtout de copier le bon exemple qui vient d'ailleurs. Diomaye Faye est un jeune, et nous voyons que c'est un jeune positif. Un jeune qui veut impulser une dynamique qui va dans le sens de faire asseoir non seulement la notoriété que le Sénégal avait déjà perdu à l'intérieur, avec justement ce système qui pourrissait déjà à la base les institutions, et surtout avec l'aide des organisations internationales, des pays internationaux. Et d'ailleurs, je félicite le président Diomaye Faye qui, n'est-ce pas, est entré dans la dynamique de ceux qui pensent qu'il faut rompre définitivement les alliances avec les colons. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui reçoivent des financements occultes seront traqués. Et d'ailleurs, il a commencé à traquer ceux qui ont, n'est-ce pas, puisé dans les caisses de l'État. Et vivement que ça arrive ici chez nous, parce que l'opération Épervier, j'ai l'impression que l'épervier là somnole déjà, ou alors il est dans le coma. Il faut également qu'on sache qui sont ces partis politiques qui sont soutenus par des organisations internationales, parce qu'on va découvrir par derrière que ces partis politiques-là sont financés soit par l'État d'Ambazonie, soit par des ceci ou cela. Donc, il faut copier l'exemple qui lui vient du Sénégal. Oui, Adeline Ebengue, rationaliser les partis politiques, les formations politiques seront, n'est-ce pas, au Sénégal déjà, avec un pourvu, n'est-ce pas, de ces personnes qui veulent créer la zizanie. Alors, le Cameroun n'est pas un État patent concernant, n'est-ce pas, cette rationalisation. Que pensez-vous de cette dynamique que Diomaye Faye voudrait créer, n'est-ce pas, au Sénégal? Est-ce qu'il faut suivre, n'est-ce pas, la ligne pour aujourd'hui avoir une démocratie quand même assez libérale? Il faut louer le courage du président Faye qui, dans un souci de transparence, a pris à bras le corps le problème des partis politiques afin de savoir qui même sont derrière ces partis, qui même les financent, d'où la provenance et leur mode de fonctionnement. Ce n'est que normal. Aujourd'hui, en venant donc, on voudrait transposer ça au niveau du Cameroun. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de Camerounais qui sont dans l'opposition criarde. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont assaini leur parti? Je prends l'exemple de certains partis où tu es président d'un parti, tu t'en vas te faire investir comme candidat dans un autre parti. Qu'en as-tu fait du tien? Est-ce que vous voulez citer ici vous voulez citer je voudrais prendre le cas de mon père Akeremouna, qui a été candidat à l'élection passée, qui aujourd'hui est devenu président des univers du président Nkoumvondo. Non, il n'est pas... Non, vraiment. Tu es candidat, tu es aujourd'hui... Attendez, monsieur... Non, on ne va pas quand même vous laisser donner une fausse information. Voilà. Il n'est pas le président de l'univers. Oui, il est candidat. Non, s'il te plaît. Il est le candidat. Il a bénéficié de
l'investiture du président Nkoumvendo, le secrétaire national du parti Univers, reste et demeure Prosper Nkoumvendo. Je me demande donc maintenant ce que... Mais posez la question à Nkoumvendo, comment il gère le parti Univers? Je me demande donc ce qu'est devenu le parti du président Akere Mouna. Donc je prends un exemple, c'est un exemple parmi... Un président... c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui signifie que lorsque nous allons les mouvements, les gars, créent les mouvements politiques qui bénéficient des financements. On ne sait pas si ces mouvements-là sont légalisés. Justement, Monsieur Ateba, il faudrait donc au niveau du Cameroun, puisque on devrait prendre l'exemple ailleurs. Maintenant qu'on a pris ces exemples et qu'on est venu, que les gens ne crient pas, puisque lorsqu'on va demander, par exemple, aux révolutionnaires, au parti, au FDR, que qui même sont tes membres, ton bureau est constitué, non, je parle du président. C'est un cas parmi tant d'autres. C'est un cas parmi tant d'autres. Ou alors Maître Parfait Sim. Tout à l'heure que bon, votre parti, qui même sont membres de votre parti, ce parti-là fonctionne comment? Les fonds là, ça provient d'où? Il ne faut pas que des paradis fiscaux, vous soyez une organisation de blanchiment d'argent. Il faudrait qu'on sache qui sont vos financiers, c'est normal. Également, même au niveau du RDPC, on devrait savoir d'où proviennent les fonds du RDPC qui, dans un premier temps, nous disent qu'ils ne vivent que des cotisations. On devrait savoir à quelle hauteur les gens contribuent là-bas pour que ce parti connaisse autant d'essor. C'est le parti du président de la République que je respecte beaucoup. Mais bon, quand il faut assainir tous les secteurs, un peu comme on est en train d'assainir maintenant le secteur des églises. Et nous voyons aujourd'hui certains pasteurs passent le temps dans des chaînes de télé, radio, en train de crier, en train d'abattre les foudres, en train de brûler le ministre de l'administration territoriale, en train de brûler tous ces gens de son village. Ils lui ont dû envoyer le feu du Saint-Esprit au nom du Seigneur. Il est brûlé, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il veut juste savoir de quelle obédience ces gens sont, qui est leur leader, comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce que c'est vraiment Dieu et tout. Bon, et puis donc décider, voir si c'est pas conforme. On vous ferme et on vous demande d'aller vous conformer. On ne dit pas on ne les chasse pas du territoire. Donc, et je voudrais terminer, Odile, si vous me le permettez, en termes de gestion du fichier des organisations accréditées par l'État du Cameroun. Je vais parler des partis politiques et même des églises. Il se trouve effectivement qu'on a évoqué tout à l'heure en ce qui concerne les églises, n'est-ce pas, la couverture administrative, n'est-ce pas, dont bénéficient certaines églises. Est-ce que au préalable, ces églises-là, pour bénéficier d'une couverture administrative, ce qui n'est pas mauvais, est-ce qu'au préalable, ils déposent un dossier constituant les éléments qui démontrent que vous avez la capacité d'être pasteur, ou alors vous arrivez, puisque vous avez un leader, un père, vous payez la caution, c'est peut-être à 100 000 ou 200 000 francs, et on vous donne la couverture. Autre chose, en ce qui concerne les partis politiques, il faut dire que la loi dit que lorsque vous avez déposé votre dossier, si au terme de 15 jours, l'autorité administrative ne répond pas, son silence vaut autorisation. Ce qui fait que vous allez donc vous rendre compte qu'au Cameroun, on a des partis politiques qui n'ont pas d'autorisation signée, mais qui opèrent au nom d'un dépôt légal, c'est-à-dire qu'il a l'accusé des réceptions. Mais comme l'autorité administrative n'a pas répondu, mais il opère déjà sur le terrain. En ce moment-là, on ne va pas accuser le leader de ce parti politique, on va accuser l'autorité administrative qui a fait preuve de lenteur, j'ai envie de dire d'incompétence, parce qu'il n'a pas fait son travail. Ce n'est pas parce que la loi dit que l'autorité doit, après 15 jours, si l'autorité ne répond pas, vous allez donc rester indéfiniment taiseux. C'est-à-dire que vous n'allez pas délivrer à l'association, au parti politique, l'autorisation. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci d'être passé, nous arrivons déjà à terme de cette émission. Merci Farel Ateba d'être passé. Je vous remercie Odile, je vous remercie. Bon dimanche à tous les Camerounais. On se retrouve une prochaine fois, n'est-ce pas, pour commenter, analyser, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre pays et pourquoi pas... Un dernier mot au ministre de la Communication. Je voudrais dire au ministre de la Communication et je veux dire à tous ses collaborateurs qui nous regardent que 2025 n'est pas seulement une année de changement au sommet de l'État, c'est aussi un changement de mentalité. Il faudrait que le ministre de la Communication prenne les responsabilités pour, n'est-ce pas, améliorer les conditions de fonctionnement des organes de presse.
Dans notre pays, je l'ai dit tout à l'heure, sur 10 journalistes, 4 sont payés et il faut voir ce qu'on appelle salaire. Donc, il faut donc améliorer non seulement la subvention allouée aux organes de presse, mais aussi au cas où, ça, j'ai envie de dire, lorsque un promoteur dépose son dossier au ministère de la Communication, qu'on lui pose un certain nombre de conditions. Un compte bancaire fourni au moins à hauteur de 100 millions de francs CFA alloué pour le fonctionnement de la gestion salariale du personnel, parce que c'est ça le véritable problème. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un, c'est pour moi, a acheté du matériel à hauteur de centaines de millions, mais incapable de payer le personnel. Donc, nous comptons sur le ministre qui est notre gendarme dans le secteur, notre père. Nous lui disons bonne et heureuse année, monsieur le ministre. Merci, on va terminer avec M. Adelin. Un dernier mot en quelques secondes. Oui, c'est pour souhaiter déjà un bon dimanche à toute la communauté mokaroise qui nous écoute. Étant donné que nous avons un challenge, c'est le défilé qui nous attend le 11 février, où le Mokar va encore une fois de plus démontrer sa ferveur civique et patriotique envers les institutions à l'occasion de la fête de la jeunesse, mais également d'autres cérémonies, à savoir le 13 février qui est l'anniversaire du chef de l'État, dont le Mokar est mobilisé dans l'organisation de cet anniversaire qui aura lieu au Palais des Sports le 13 février prochain. Merci de nous avoir suivis, mais surtout ne partez pas, car après il y a récap l'actu avec Serge Kapamba et ses analystes qui seront déjà là sur nos plateaux. Alors passez un bon dimanche, on se dit à dimanche prochain et surtout soyez sages.